bienvenue à cette édition dominicale dont voici les grands titres. Le Royaume de Belgique a pris bonne note de la publication du calendrier global des élections par la CENI. Cette précision a été donnée ce dimanche par le ministre belge des Affaires étrangères qui séjourne à Kinshasa. C'était au cours d'un point de presse animé conjointement par Didier Reynders et son homologue congolais Raymond Tshibanda. On en parle dans un instant. Et nous parlerons également de la remise officielle de l'avenir des poids lourds à l'État congolais après les travaux de sa modernisation par la coopération japonaise. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a réceptionné cet ouvrage avant d'aller inaugurer le nouveau bâtiment ultra moderne de l'Institut national de préparation professionnelle. Bonsoir à tous. La Belgique prend bonne note de la publication du calendrier global des élections par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort du point de presse animé conjointement ce dimanche par le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et son homologue Raymond Tshibanda. La Belgique et la RDC s'est félicité de progrès accomplis sur le plan sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Martin Kayembe et Philémon Longonia. C'est depuis 2006 qu'un processus électoral se met réellement en place. J'espère que l'on va pouvoir travailler sur un processus effectivement apaisé et sur une logique d'élection, en ce compris présidentielle et législative. Le deuxième élément, c'est la sécurité. Et depuis 3 ans, on a quand même vu des opérations se dérouler à l'égard du M23, dont on parlait déjà, à l'égard d'autres groupes armés. J'espère qu'on va pouvoir sécuriser, parce qu'à côté de la stabilité politique, la sécurité dans le pays est un élément fondamental et on progresse. Il faut bien reconnaître que les dernières années, on a progressé. C'est sur le terrain du développement qu'il y a encore probablement des efforts à faire, et nous avons notre part à prendre. Et si l'on est ensemble ici à Kinshasa, c'est aussi parce qu'on veut orienter de plus en plus la collaboration vers le terrain économique. Et donc, dans la coopération belge, c'est clair que ce que nous recherchons, mais j'ai compris ce que le gouvernement congolais recherche aussi, c'est plus d'engagement de faire des choses ensemble et de regarder de quelle manière on peut améliorer la situation de la population congolaise. Quand nous faisons de la coopération, nous ne faisons pas de la coopération pour aller expliquer comment un certain pays doit s'organiser. Les pays sont souverains et font leur choix. Nous faisons de la coopération parce que nous pensons que si nous travaillons ensemble, nous pouvons donner plus d'espoir, plus de possibilités, plus de futur à nos populations. Notre coopération avec la Belgique, d'abord, je dirais que nous sommes engagés dans un processus de réforme structurelle relativement important. Nous sommes en train de travailler à l'amélioration constante du climat des affaires et que nous voulons voir augmenter le niveau des investissements directs étrangers dans notre pays. Alors, la Belgique, nous travaillons avec eux dans des domaines qui sont essentiels quand on regarde ces différents axes. Ils sont présents dans la réforme du secteur de sécurité. Tout le monde sait qu'ils ont participé à la formation de certaines unités de nos forces armées qui ont été déterminantes dans la situation que nous avons connue à l'Est récemment. Et nous entendons poursuivre cela. Nous entendons intensifier cette coopération dans ce domaine. Les autres domaines dans lesquels ils interviennent sont notamment celui de la santé. Et après les travaux de sa modernisation et élargissement, l'avenir de poids lourds a été remis officiellement samedi à l'État congolais. Le chef de l'État Joseph Kabila a coupé le ruban symbolisant l'ouverture de la circulation. Le récit de cet événement dans ce reportage de Jacques-Olivier Moulouba et Kadendinga. Longue de 12 km, l'avenue de poids lourds et ce tronçon routier reliant le pont Matete à la gare centrale à Kinshasa. Cette route à trafic sollicité, soit 18 000 passages par jour en 2009, était détériorée et nécessitait une réhabilitation. Grâce aux accords de dons signés avec le Japon, 50 millions de dollars américains ont été décaissés et par le Japon et par la RDC, une contribution collégiale. Les travaux exécutés par l'entreprise Kitano Construction Corp ont débuté le 15 octobre 2010. Ils visaient la réhabilitation et la modernisation, c'est-à-dire l'élargissement de l'avenue à 2 fois 2 voies de circulation, cela en 3 étapes. Les travaux de modernisation et d'élargissement de l'actuelle avenue de poids lourds en 2 fois 2 voies
ont été exécutés en 3 étapes par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation et contrôlés par le bureau d'études japonais 107 sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et des infrastructures. À savoir, pour la phase 1, du pont Matete à la 14e rue, pour la phase 2, du carrefour de la 14e rue au carrefour des forces navales, et pour la phase 3, du carrefour des forces navales à la gare centrale. Le standard de la chaussée se présente de la manière suivante. Largeur pour les 4 bandes de 3,25 mètres par bande, soit 13 mètres au total. Largeur des accotements de 2 fois 0,5 mètres, soit 1 mètre au total pour les deux côtés. Largeur des caniveaux en béton armé préfabriqué de 1 mètre de part et d'autre, soit 2 mètres pour les deux côtés. Largeur de trottoir en bicouche de 2 mètres de chaque côté, soit 4 mètres pour les deux côtés. Ce qui donne une emprise totale de la route de 20 mètres. Quant à la structure de la chaussée, elle se présente comme suit. Une couche de fondation en tout venant de 0,40 de 30 cm d'épaisseur. Une couche de base en tout venant de 0 par 31,5 de 25 cm d'épaisseur. Une couche de roulement en béton bitumineux de 7 cm d'épaisseur. Ce qui donne une épaisseur totale de la chaussée de 62 cm. Au regard de ces agrégats, le coût au kilomètre de la chaussée est de 2 958 300 $, y compris les frais connexes. 4 ans, 4 mois et 6 jours après, les travaux sont remis à l'État congolais. Ce samedi, le chef de l'État, Joseph Kabila, a fait le déplacement de la place de la gare et a coupé le ruban symbolique, constatant la qualité de l'ouvrage construit selon les standards internationaux. Désormais, le trafic est fluide, 25 000 passages par jour. Et plus, cette marche d'inspection a permis au président de la République et à sa compagnie de savourer le fruit de la coopération porteuse avec l'Empire du Soleil Levant dans ce premier projet routier d'envergure. Outre l'avenue des poids lourds, le Japon, à travers la JICA, va s'atteler à la construction de l'avenue Elengesa à Kinshasa. Comme quoi, la révolution de la modernité a atteint sa vitesse de croisière, plus des actes que de paroles. Et dans le même élan du renouveau, l'Institut national de préparation professionnelle FEPONEUV, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment ultramoderne de l'INPP samedi qui s'étale sur 5000 m² de surface composé d'un bâtiment administratif et d'un bâtiment professionnel. Ces bâtiments ultramoderne d'une valeur de 23 millions de dollars américains est l'œuvre de la coopération japonaise. Et en politique, sachez que le séminaire idéologique du Congrès national congolais, parti cher au député national Pius Mwabilou, a débuté samedi à Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. On fait les points avec nos envoyés spéciaux. Zo Alassani, et les militantes et militants du Congrès national congolais se sont réunis pour cette formation. Formation qui a pour objectif aguerrir les sectionnaires et autres cadres du parti à comprendre l'idéologie du CNC, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent aller former d'autres militants à la base. Après les mots de circonstance du président fédéral CNC Bas-Congo, José Kimikoto, qui a eu à présenter la délégation venue de Kinshasa, ce fut le tour du président urbain ville de Matadi de dire son mot de bienvenue. Un rêve devenu aujourd'hui réalité, a-t-il précisé, car le CNC est désormais réalité vivante au Bas-Congo en général et à Matadi en particulier, fief supposé appartenant à l'opposition. Conception bâtie en brèche par le parti du député national Pius Mwabilou Mbayum. C'est le secrétaire permanent Emery Mabungu qui a ouvert la séance au nom du président national. Pendant une trentaine de minutes, les séminaristes ont eu droit aux enseignements sur la naissance, le fonctionnement du CNC ainsi que les moyens de propagande, matière dispensée par le secrétaire national en charge de la mobilisation. Alexis Chamala a établi un distinguo entre un parti de cadres, celui idéologique et un parti de masse. Le CNC, qui a opté pour cette dernière classification, a comme objectif la conquête du pouvoir, mais d'une manière démocratique, a-t-il martelé. L'idéologue Maison, quant à lui, est revenu sur l'idéologie du CNC.
social-démocratie et Binéné a plus tablé sur le comment faire adhérer librement beaucoup de membres au CNC Bas-Congo ainsi que la participation des membres aux activités du parti. C'est ce dimanche 22 février que prendra fin cette formation des formateurs avec l'installation officielle par le secrétaire permanent du comité fédéral Bas-Congo. Rappelons par ailleurs que le secrétaire permanent Emery Mabungu a remis des motos aux différents sectionnaires du Bas-Congo, à savoir les sections de Madimba et de Kinkesen. Question de leur permettre une bonne mobilité. Bakadi, Eradi Georges, José Olitomake, Tim Kapangala pour la RTGA. Et parlant d'éducation, en bref, les candidats autodidactes ont passé ce dimanche 22 février l'épreuve de préliminaire aux examens d'État édition 2014-2015 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, plus de 3500 candidats ont pris part à cette épreuve. L'on note cependant une faible participation des femmes par rapport aux hommes. Les détails dans nos prochaines éditions. Et dans la partie rétrospective, sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila, a inauguré le vendredi le nouveau palais de justice, une bâtisse qui va abriter le Conseil supérieur de la magistrature, les hautes cours de l'ordre et autres services judiciaires. Les travaux exécutés par Africa ont été financés par le Fonds européen de développement à hauteur de près de 3 millions d'euros. Retour sur ce reportage de Jacques-Olivier Mouloubandombe et Kadenzinga. Voici le nouveau palais de justice, un édifice de 3 niveaux outre le rez-de-chaussée. Cette bâtisse a été financée par le Fonds européen de développement à hauteur de 2 839 421 euros. Les travaux lancés le 12 janvier 2011 ont été exécutés par l'entreprise Africas. Ce vendredi 20 février 2015, une journée exceptionnelle pour la justice congolaise. La pluie qui s'est abattue dans la matinée a justement servi de charnière entre l'ordre ancien et le renouveau. Le chef de l'État, magistrat suprême, qui avait à ses côtés le Premier ministre et autres membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités en RDC, a inauguré ce nouveau palais. Il s'agit d'une cité de justice, siège du pouvoir judiciaire permettant de dire décemment le droit. Je formule le vœu que cet ouvrage devienne un haut lieu de la justice, un symbole de la détermination du gouvernement et du peuple congolais à bâtir un État fort et uni, un État de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, un État à même d'assurer la paix et la stabilité sur son territoire et dans toute la région. Le fondement d'une paix durable, l'accord-cadre d'Addis Abeba, a été signé voilà près de 2 ans. Après avoir gagné la guerre, il s'agit maintenant de gagner la paix, de respecter les engagements pris et de mettre en œuvre les mesures agréées. Le nouveau palais constitue une preuve de la révolution de la modernité. Il va abriter les hautes cours. Il abritera les principales institutions judiciaires ci-après. Primo, la Cour constitutionnelle. Secondo, le Conseil d'État, sommet des juridictions administratives, qui connaîtra essentiellement du contentieux administratif. Et tertio, la Haute Cour militaire. Vous n'êtes pas ici pour inaugurer un immeuble. Vous êtes ici pour affirmer l'idéal de justice qui vous habite et qui n'est pas toujours bien rendu. Idéal dont j'ai eu le privilège d'être entretenu par vous-même. Peu après ces allocutions, le chef de l'État Joseph Kabila a coupé le ruban symbolique autorisant l'occupation des locaux. À travers une visite guidée, il a découvert ces compartiments, fier de constater la fécondité d'un concept, la révolution de la modernité, dont la matérialité se vit désormais au quotidien. Et puis cette mise au point du porte-parole du gouvernement par rapport à la décision du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a renoncé à l'appui de la MONUSCO dans la traque des FDLR. Lambert Mende a précisé que cette décision vise à préserver la souveraineté de la RDC et démontrer sa capacité de prendre en main ces problèmes. Il a dit le lundi lors de sa conférence de presse couverte par Richard Chakokanengele.
Dans son point de presse, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende est revenu sur la communication du président de la République au chef des missions diplomatiques accrédité en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, la décision de Joseph Kabila de renoncer à l'appui de la MONUSCO dans les opérations de désarmement forcé de FDLR vise à préserver la souveraineté de la RDC. Et la RDC est déterminée à aller jusqu'au bout de sa logique, contrairement à ceux qui pensent que la RDC est incapable de prendre en main et de résoudre seule ses problèmes de sécurité. Chaque fois, nous nous sommes assumés. Et il n'y a aucune raison pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas nous assumer. Et je dois dire à cet égard que l'exemple qui a été donné, les chiffres qui ont été rappelés, au départ, les FDLR sont plusieurs dizaines de milliers. Aujourd'hui, ils sont 1400, 1500. Mais cette réduction n'est pas miraculeuse. Ils n'ont pas tous disparu comme ça par enchantement. C'est parce que nous nous sommes assumés qu'on a pu mettre la pression sur eux pour les ramener à ce chiffre. Nous ne l'avons pas fait avec la MONUSCO. Nous nous étions assumés. Donc il est clair que les FARDC, tels qu'on les connaissait il y a 5-6 ans, ne sont plus les FARDC d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peinent à se rendre compte de cela. Et même des amis de nos partenaires, lorsqu'on leur pose cette question, disent non, il ne faut pas parler trop vite. Vous savez, le Liban, ça fait 30 ans que la force des Nations Unies est au Liban. Mais nous n'avons aucune vocation à devenir le Liban. Pour nous, la force MONUSCO est ici pour pouvoir partir dès que nous allons recouvrer nos moyens d'assurer les missions pour lesquelles nous avons eu besoin de son secours. Concernant la mise au point faite au sujet des agissements et comportements de quelques diplomates en poste à Kinshasa qui frisent l'ingérence, le gouvernement congolais précise que cette mise au point a été faite en toute amitié car la RDC comprend bien la nécessité et l'utilité de ses relations avec ses partenaires. Et justement, à propos de cette question, au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO du mercredi 18 février, les porte-paroles de cette mission ont indiqué que le divorce n'est pas consommé entre la MONUSCO et le gouvernement de la RDC. Les deux partenaires sont déterminés à éradiquer les forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo. Philémon Longonia a couvert cette conférence de presse pour vous. La décision du gouvernement congolais de faire cavalier solitaire dans le désarmement forcé des FDLR a été saluée par la MONUSCO. Le porte-parole de la MONUSCO qualifie ces décisions de souveraines. Nous avions voulu, et c'était notre souhait, faire cette opération conjointe, mais pour l'instant, voilà la situation qui se présente à nous. Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle et qui sont vraiment nombreuses. On n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la MONUSCO. Nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations. La MONUSCO ne doute pas de la capacité des forces armées de la RDC d'éradiquer cette force négative. Qu'aujourd'hui, les FARDC ont une capacité suffisante pour mener ces opérations-là, mais je peux aussi vous affirmer que ces opérations ont été planifiées en amont, aussi bien au plan opérationnel, au plan logistique, qu'au plan de l'acquisition et de l'échange d'informations entre les différentes unités qui sont sur le terrain, entre la force de la MONUSCO et les FARDC. Face aux mauvaises interprétations de la décision du gouvernement, la MONUSCO rassure que la coopération avec les FARDC sont au beau fixe. Que le point de divergence concerne un seul volet, c'est le volet relatif à l'opération contre les FDLR. Mais n'oubliez pas que dans toutes les autres provinces, les opérations se poursuivent. Le soutien se poursuit aussi au profit des unités FARDC, que ce soit au sud Kivu, que ce soit dans les autres opérations au nord Kivu même. Les opérations contre ADF se poursuivent sans problème. Les opérations contre les autres groupes armés, Tcheka et les autres groupes Maïmaï se poursuivent normalement. Donc la coopération, comme je le dis, est très bonne. Il y a des moments de friction, il faut les prendre en compte, mais nous pensons tout simplement aplanir toutes ces divergences-là et aller vers l'avant. Même si la résolution 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU le permet, la MONUSCO se réserve de mener une opération unilatérale.
Et sachez que le département d'État américain a annoncé la démission de Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs. Le porte-parole du département d'État qui l'a annoncé à la presse a salué l'implication de Russ Feingold dans les négociations entre le rebelle du M23 et le gouvernement de la RDC. Suivez ces commentaires de Astrid Mbouchimanga. Après avoir pris ses fonctions en juin 2013, à en croire le département d'État, Russ Feingold a joué un rôle très important dans la région des Grands Lacs. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo rend son tablier. L'ancien sénateur américain a été très impliqué dans les négociations entre les rebelles des M23 et le gouvernement de la RDC. Encore à la presse américaine, Russ Feingold souhaiterait se préparer à tenter de reprendre son siège de sénateur à la faveur des élections de 2016. Selon Jennifer Psaki, porte-parole du département d'État américain, Russ Feingold a également contribué à recentrer l'attention de la communauté internationale sur la menace posée sur les rebelles hutu-rwandais des FDLR, également dans l'est de la RDC. Mais ces propos récurrents appelant le président Kabila à quitter le pouvoir ont suscité régulièrement des commentaires sévères de Kinshasa. Interrogé par l'agence France Presse sur le départ de Russ Feingold, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mendo Malanga a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas de commentaires à faire. S'il part pour des raisons personnelles, c'est son affaire et cela ne nous regarde pas. » Russ Feingold est un homme politique américain, diplômé en droit de l'université d'Harvard. Il est âgé aujourd'hui de 62 ans et poursuit sa carrière politique. Et puis le jeudi, le ministre allemand des Affaires étrangères qui a séjourné à Kinshasa s'est entretenu avec son homologue congolais Raymond Tshibanda. Frank-Walter Steinmeier a indiqué que l'Allemagne et la RDC renforcent leur coopération dans le domaine économique et culturel. Suivez. Après être reçu par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, la délégation que conduisait Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères, était conviée à une séance de travail. Une séance qui a permis aux deux parties de passer au peigne fin les relations de coopération entre les deux pays. À l'issue de cet entretien, un point de presse a été animé par les deux ministres. Raymond Tshibanda est revenu sur les domaines de coopération avec l'Allemagne. Nous pensons que un point sur lequel l'Allemagne directement associée à travers beaucoup de pays, c'est notamment sur le plan politique, maintenir un dialogue avec les différents États de la région pour que chacun de ces États respecte ses engagements au terme de l'accord que nous avons signé à Addis Abeba et qui rappelle chacun des États au respect de la règle internationale, de la loi internationale. Ne pas s'ingérer dans les affaires de l'État, ne pas soutenir des mouvements insurrectionnels contre les autres États, ne pas fomenter des faux dans d'autres États, notamment contribuer à mettre fin à l'exploitation touristique de ressources naturelles. Le ministre allemand des Affaires étrangères a promis le soutien de son pays dans le domaine sécuritaire et le processus électoral. Nous ne devons pas oublier le grand continent africain. Nous devons continuer à coopérer, à regarder avec intérêt ce qui se passe ici. Voilà pourquoi d'ailleurs ma 4e visite pendant mon 2e mandat en tant que ministre des Affaires étrangères, ma 4e visite que j'effectue sur ce continent africain en un an. Le ministre Frank est accompagné d'une délégation de 120 personnes de toutes les branches économiques d'Allemagne. Signalons que la dernière visite d'un ministre allemand des Affaires étrangères date de 1977 en RDC, Zaïre à l'époque. Et puis la situation sécuritaire de la ville de Béni a été évoquée mardi entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité avec le gouverneur du Nord Kivu. Julien Paluku a présenté à Évariste Bochab un plan opérationnel pour la sécurisation de cette ville victime des atrocités. Jean-Pierre Kaimbe. Chaude poignée de main, sourire de cordialité, chez Évariste Bochab, Julien Paluku amène une nouvelle particulièrement bonne, la ville de Béni a retrouvé son calme. Je suis heureux d'annoncer que les mesures qui m'ont été communiquées, que nous avons exécutées à Béni, ont produit beaucoup de résultats parce que le massacre ayant eu lieu en plein parc de Mayangos à 25 km de Béni, eh bien aujourd'hui ce massacre a été stoppé par la conjugaison des efforts entre les FARDC, la police, les services de sécurité qui désormais ont tous les renseignements sur l'ennemi.
plus de menaces, mais pour être à l'abri de toute surprise désagréable des terroristes des EDF, le gouverneur du Nord Kivu a une bonne proposition à faire au patron de la sécurité nationale. Le plan pour la sécurisation totale de Béni comporte 3 étapes. Il y a une phase tactique, une phase stratégique et une phase opérationnelle. Ce qui est important, c'est que le président de la République, à travers toutes ces structures, tient à ce que la population de Béni vive paisiblement, que la paix revienne totalement dans cet espace et que les gens vaquent à d'autres occupations. Peu avant, Évariste Boshab a eu une séance de travail avec une équipe conduite par une déléguée de la secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des violences sexuelles, évaluer les avancées enregistrées par la RDC en matière de lutte contre ces fléaux et apporter notamment l'appui technique de l'ONU à la commission violences sexuelles des FARDC, était au centre des échanges. Et puis vous le savez, un naufrage qui s'est produit dernièrement à Kwamout dans le Bas-Congo a causé la mort de plusieurs personnes, raison pour laquelle une commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Question de comprendre les causes de cette collision entre une baleinière et un bateau de la Société congolaise de transport et des ports sur la rivière Mai-Ndombe. Retour sur cet élément avec Martin Kaimbe. La mort de plusieurs passagers au confluent de la rivière Mai-Ndombe et le fleuve Congo suite à la collision d'une baleinière et un bateau non loin du territoire de Kwamout dans la province du Bandundu n'a pas laissé indifférente le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Raison pour laquelle une commission d'enquête a été dépêchée sur place afin de s'enquérir de nouvelles sur la cause réelle de cette collision. Conduite par le député national François Bokona, la délégation s'est entretenue à son arrivée à Kwamout avec la commission de crise mise en place par les autorités provinciales. Juste après, François Bokona et sa suite se sont entretenus avec les rescapés. Une enveloppe leur a été remise pour les soulager et leur permettre de rentrer à Kinshasa. À son tour, le délégué des rescapés a, au nom du groupe, remercié le président de la Chambre basse du Parlement pour son assistance en leur faveur. La délégation a aussi pris en charge le frais pour l'enterrement des morts repêchés dans la rivière. Elle a également promis de faire rapport au gouvernement pour que des dispositions soient prises afin que pareil cas ne se reproduisent. Et vous allez corriger avec nous que ce naufrage s'est produit sur la rivière Mai-Ndombe dans la province du Bandundu et non du Bas-Congo. Et puis le député national Atanas Matenda a bouclé ses vacances parlementaires dans la province du Maniema. Pendant 10 jours, l'élu de Pangui a communié avec sa base de tous les territoires du Maniema sur les questions d'actualité. Sur place, il a été bien accueilli. Suivez. Au lendemain de la publication du calendrier global, Atanas Matenda, président de la NAD, parti politique, membre de la majorité présidentielle, a choisi immédiatement de mobiliser le souverain primaire. Première étape, le Maniema, un terrain qu'il maîtrise le mieux. L'ancien ministre de la fonction publique et des finances est arrivé à Kindu le 9 février. Cadres, militants et sympathisants de la NAD l'attendaient au pied de l'avion. Puis, Atanas Matenda a, en 10 jours, sillonné plus d'une centaine de villages. Le député national qui a opté pour l'action de terrain a clôturé sa tournée par une grande entrée et un grand meeting populaire à Kalima. Notre devise. Notre devise. À la NAD, les échéances électorales fixées par la CENI ont de toute évidence été tellement prises au sérieux que la nouvelle Alliance des démocrates, déjà première force politique du Maniema en termes d'élus et réélus, veut créer la surprise en consolidant sa position à tous les niveaux. Et la Commission électorale nationale indépendante s'attelle à l'appropriation du chronogramme du calendrier électoral global publié récemment. C'est l'objectif de l'atelier qu'a organisé le secrétariat exécutif national de la CENI à l'intention de 26 secrétaires exécutifs provinciaux et d'autres responsables d'unités spécifiques de la CENI. Richard Chako et Bienvenue Magambo nous en parlent.
Après la publication du calendrier électoral global pour le cycle électoral 2014-2016, la Commission électorale nationale indépendante s'attelle désormais à sa mise en œuvre. C'est à cet exercice que se livrent les 26 secrétaires exécutifs provinciaux, les 15 directeurs et chefs d'unités spécifiques et partenaires de la MONUSCO depuis hier. Pour ce faire, la finalisation de la centralisation des données d'affichage dont les statistiques serviront à la répartition des sièges pour les élections municipales et locales et les préparatifs de l'ouverture de bureaux et la réception et traitement des candidatures sont à l'ordre du jour. Et le bureau de la centrale électorale tient à la réussite des travaux de ce séminaire atelier. Les principales recommandations concernent la mise en œuvre du calendrier électoral et du chronogramme qui est l'outil d'exécution du calendrier pour que les élections soient crédibles, intègres et pour qu'on puisse respecter tous les délais constitutionnels, légaux, techniques et opérationnels. Signalons que dans les jours qui suivent, la CENI va disponibiliser les guides de procédure et guides de candidats pour permettre aux partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants de se préparer aux échéances électorales à venir. Et selon la loi des finances 2015, l'administration fiscale de la RDC doit mobiliser plus de 2 millions de francs congolais pour l'exercice 2015. Pour réussir ce pari, les principaux animateurs de cette région ont signé un contrat de performance doublé d'un cahier de résolution. La signature de ces documents a coïncidé avec la clôture du séminaire sur les stratégies à mettre en place auxquelles ont pris part tous les directeurs centraux et provinciaux. Suivez ce reportage. Vers les directions. Toutes ces signatures apposées sur le contrat des performances et sur le cahier des résolutions du séminaire des directeurs des impôts et l'expression de l'engagement des uns et des autres à atteindre les assignations budgétaires de plus de 2 milliards de francs congolais telles que fixées par la loi des finances 2015 à l'administration fiscale. C'est en âme et conscience et après avoir pris connaissance du volume des recettes que tous les services sont appelés à mobiliser, que tous les directeurs, en commençant par la haute direction, les directeurs centraux et principaux ont pris cet engagement. À côté de ce contrat de performance, il y a le cahier de 57 résolutions prises à l'issue du séminaire des directeurs des impôts sur les stratégies et les actions à mener. Ces résolutions mettent un accent particulier sur l'amélioration de gestion de l'impôt et la nécessité par la DGI à bénéficier de l'appui du gouvernement. Je voudrais rassurer votre Excellence que toutes ces recommandations ont été minutieusement examinées et prises en compte dans les programmes d'activité révisités de la Direction générale des impôts pour 2015. Les contrats de performance qui viennent d'être signés sont la traduction des engagements pris par chaque responsable de service de mettre en œuvre des actions qui s'inscrivent aussi bien dans les cadres de la réalisation de l'objectif global de mobilisation des assignations de la DGI pour l'année 2015, mais également dans les cadres des efforts d'amélioration du fonctionnement général des services au regard de l'impératif de l'amélioration de la qualité du service aux usagers. C'est à la grande satisfaction de voir que les différentes consignes dictées par le gouvernement ont été prises en compte par la DGI, que le vice-ministre des Finances, Albert Petit, a clôturé au nom de son titulaire ses assises. Et vers l'implantation d'une ferme agricole commune sur le site de Mankao à Kinshasa, fruit de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte par la réserve stratégique générale interposée. Cette ferme produira des produits agricoles de première nécessité. C'est le résultat de la visite de travail de Ndona Mariane Sitawakenge, DG de la réserve stratégique générale au Caire en Égypte. Suivez. La directrice générale de la réserve stratégique générale Ndona Mariane Sitawakenge a séjourné au Caire en Égypte. Ce séjour, qui n'était pas de tout repos, a permis à Ndona Mariane Sitawakenge de tenir des réunions avec des partenaires égyptiens. Réunions à bâton rompu avec les chefs des départements de l'hydrologie, de la production agricole, des nouvelles technologies agricoles, production animale et autres pesticides fertilisantes.
En sus, Ndona Marianne a échangé au cours de la réunion relative à la deuxième lecture du contrat inclusif. Elle a négocié l'implantation des structures de recherche de la conversion de l'énergie solaire en celle électrique ainsi que celle relative à l'étude du sol et des plantes. Résultat très satisfaisant pour la République, la directrice générale a signé avec le directeur de l'Agence agricole internationale un contrat portant implantation d'une ferme commune sur le site de Menkao à Kinshasa. Cette ferme comprendra 600 hectares et munie d'un certificat d'enregistrement au nom de la présidence de la République par la réserve stratégique générale interposée. Ndona Nsita avait aussi visité, non loin de la ville d'Alexandrie, une ferme agricole, question d'échange d'expérience. Ceci est fait dans l'optique de matérialiser encore et toujours la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans le cadre de l'amélioration du social des Congolais. Révolution de la modernité oblige. Ce journal se poursuit, mais voici le rappel des principaux titres. Le Royaume de Belgique a pris bonne note de la publication du calendrier global des élections par la CENI. Cette précision a été donnée ce dimanche par le ministre belge des Affaires étrangères qui séjourne à Kinshasa. C'était au cours d'un point de presse animé conjointement par Didier Reynders et son homologue congolais Raymond Chibanda. Et vous avez également suivi la remise officielle de l'avenue des poids lourds à l'État congolais après les travaux de sa modernisation par la coopération japonaise. C'est le chef de l'État qui a réceptionné cet ouvrage avant d'aller inaugurer le nouveau bâtiment ultramoderne de l'Institut national de préparation professionnelle. Reste avec nous, on se retrouve juste après ceci.